encore, sur la règle du marché. Okay, on va jouer effectivement sur certaines règles pour les aider à être de meilleurs traverseurs. On pourrait considérer que sur notre terrain 1, on va faire ce qu'on appelle un hand de course. Puis là, on a une petite pensée pour nos collègues avec lesquels on travaille et on réfléchit aussi souvent, Jennifer Bouchez et Bruno Cremonesi, qui sont aussi, d'ardents défenseurs du hand à 4. Et on travaille beaucoup sur le hand de course avec eux, c'est-à-dire proposer une course illimitée. Donc ça veut dire que là, la règle, elle va vraiment être éphémère. On va proposer à nos élèves de courir d'une cible à l'autre sans poser le moindre dribble. Qu'est-ce qu'on veut là derrière? On veut qu'ils construisent l'idée que j'ai le droit de courir sur 3 pas avec la balle dans les mains. Et si on voit la règle comme un pouvoir et non pas comme une interdiction, ça change vraiment la donne. Et là, je vous invite vraiment à essayer. Attention, tu n'as pas le droit de faire plus de 3 pas. Ah, ça y est, j'ai la balle, qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas. Ok? Allez, là, tu as le droit de courir. Tu récupères la balle au début du terrain, tu as le droit de courir jusqu'au bout, sans poser un dribble, sans rien, on lui dit rien du tout. Tu as le droit de courir jusqu'au bout pour aller tirer. Alors, vous voyez, là, ça va vite être déséquilibré entre les super pouvoirs de l'attaquant et le pouvoir du défenseur qui est très limité. Je vais pouvoir essayer de jouer sur peut-être une interception s'il fait une passe, si j'arrive à l'excentrer, ou peut-être me mettre face au porteur de balle et je vais le gêner dans sa course, mais ça s'arrêtera là. Donc c'est pour ça qu'on dit que ces règles effectivement sont éphémères. À partir du moment où le rapport de force devient totalement déséquilibré, on va faire en sorte de travailler différemment. Donc là, au terrain 2, on va construire le 3 pas, un dribble 3 pas de manière illimitée. On a une petite référence à un autre handball, qui était le handball historique, le handball à 11, qui se jouait dehors, qui se jouait sur un terrain de foot, où cette règle-là, pour parcourir les 90 à 100 mètres du terrain, était autorisée. On avait le droit de faire 3 pas, un dribble, 3 pas, un dribble, de manière illimitée. Donc cette règle culturelle, on va là la mettre à profit. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille comme ça? Quand vous demandez à un élève débutant de dribbler, je pense que vous avez tous l'image. Ben, ils sont comme ça. Donc la prise d'info, bah ouais, il y a une seule prise d'information, c'est le ballon. D'accord? Si on les autorise à courir sur 3 appuis, qui est la règle fédérale, hein, et de poser un dribble, pendant qu'ils vont courir, on va les inviter à lever la tête et à prendre de l'information. Je pose mon dribble, je travaille d'un point de vue technique sur le fait de pouvoir accompagner ma balle plus ou moins bas, plus ou moins haut. Je vais avoir un dribble qui va me permettre aussi d'être peut-être un dribble plus en avant en fonction de l'orientation de ma paume de ma main. Il y a tout un travail technique qu'on va pouvoir aussi travailler de cette manière-là. Et par rapport à ça, eh ben, on va mettre en place ce 3 pas, un dribble 3 pas. Et là-dessus, le pouvoir, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu diminué, parce qu'on va quand même les contraindre à utiliser un dribble, mais de toute manière, on va quand même on va les voir accéder assez facilement, après être passé sur le hand de course en terrain 1, à cette exploitation-là. Et là-dessus, il a le droit, l'élève, de se dire, bah oui, je peux courir, je peux dribbler, je peux passer, je peux tirer en fonction de là où je suis dans le terrain. Donc ça se travaille aussi en fonction de l'approche à la zone et de l'approche de la cible. Sur le terrain 3, une fois qu'ici on se rend compte que sur notre terrain 2, que ça y est, ils le maîtrisent presque tous, ou s'ils ne le maîtrisent pas tous, on va rester sur un terrain encore avec ce 3 pas, un dribble 3 pas, etc. Puis on va passer, avec ceux qui se défendent le mieux, sur la règle qu'on connaît, la règle fédérale, qui est effectivement celle, parce qu'ils vont être devenus plus compétents, leur proposer cette règle fédérale avec tu as le droit, et non pas tu n'as pas le droit de faire plus de 3 pas, tu as le droit de courir jusqu'à 3 pas. Okay, donc utilise ce pouvoir que tu viens de travailler jusque-là. Et là, quand on arrive à leur faire prendre conscience de ça, je reçois ma balle en mouvement, je ne la reçois pas à l'arrêt, je la reçois en course et je le droit à 3 appuis, déjà par rapport aux défenseurs, on peut avoir gagné du terrain on le voit là, sur un jeu qui se jouerait dans un dispositif, dans un contexte de jeu où on jouerait sur tout le terrain, où la défense serait homme à homme et individuelle. Homme à homme, pardon, et tout terrain. Je me trompe. En revenant là-dessus, donc, ce qui va favoriser ce tous traverseur, c'est l'engagement du gardien de but et ou l'extra-balle. Donc l'engagement du gardien sur un niveau plutôt débutant et
débrouiller, puis à partir, on va dire pour les meilleurs débrouillés, voire les confirmés, on va pouvoir mettre en place l'extra-balle. L'extra-balle, c'est à partir du moment où on aura marqué un but en montée de balle ou contre-attaque, ok. Donc montée de balle, on n'a pas la même chose au basket. Donc la contre-attaque en une passe, on accède au tir, pas plus d'une passe. La montée de balle, il en faut au moins 2 pour qu'on puisse parler de montée de balle. D'accord ? Donc, quand un but sera marqué sur un jeu rapide, en fait, d'une cible à l'autre, ok, et on marque, eh ben, on offre une extra balle. Alors, c'est là où les générations vous sont posées. Ceux qui connaissent le flipper et l'extra balle vont savoir de quoi je parle. Les autres, peut-être un petit peu moins. Mais l'extra balle au flipper, c'est quand vous avez été bon, le flipper tilt ou claque, je ne sais plus comment on dit, et on vous offre une balle supplémentaire. Là, vous avez marqué, on vous offre une balle supplémentaire. Vous restez donc en attaque. Et qu'est-ce que ça a comme incidence ? Ça va transformer le tous traverseur. On était sur une traversée tout-terrain. Là, on va devoir commencer à poser davantage le jeu, avoir un espace de jeu à attaquer qui se réduit, donc développer de nouvelles habiletés, okay, pour continuer de traverser, mais différemment, puisque là, c'est l'espace qui me contraint par rapport à ça. Donc, les rendre autonomes dans un espace de jeu qui s'amenuise, leur donner des pouvoirs d'agir qui leur permettront effectivement de devenir autonomes de plus en plus en fonction, on va dire, de leur évolution. Contact aménagé, si on disait tout au départ, pas du tout de contact, donc on va pouvoir commencer dans le tous traverseur à un moment donné, on aura besoin d'aménager le contact pour qu'on ralentisse les attaquants qui traversent d'une cible à l'autre en partant en dribble à toute vitesse. Là, le fait de pouvoir entrer en contact et d'avoir ce contrôle, ça veut dire qu'on va apprendre à nos défenseurs à se placer entre la balle et la cible à défendre. Donc, rien que par le placement, on va déjà commencer à ralentir le déplacement des attaquants. Et puis si on entre en contact, forcément, on va ralentir la circulation de la balle. Donc on va ralentir la circulation de la balle et des joueurs. Ok ? Vous avez bien compris au passage, parce que là on fait une focale depuis tout à l'heure, et c'est évidemment un parti pris, hein, mais sur ce qui se passe en termes de pouvoir pour l'attaque, qu'on envisage ces choses-là en termes de dialectique, attaque-défense, et que c'est en nourrissant parfois la défense que l'on va pouvoir transformer nos comportements d'attaque, mais notre focale, elle est sur « il traverse, il marque ». Ça nécessitera aussi des acquisitions forcément pour le défenseur dans cette idée, surtout qu'il vole des ballons, donc qu'il intervienne le plus tôt et le plus haut possible, mais ça nécessite un aménagement réglementaire également pour donner au fur et à mesure des pouvoirs à la défense, renforcer les pouvoirs de l'attaque, etc., etc. L'un ne va pas sans l'autre, hein, mais notre entrée est évidemment de se focaliser sur l'attaque, ne serait-ce que pour le rapport positif que nous souhaitons donner à l'élève dans cette pratique. Il veut marquer des buts. Quand on joue au hand, on veut marquer des buts. Ou si on est un gardien, on veut en arrêter. Mais en tout cas, c'est cette focale-là réellement que l'on souhaite porter. Vous le voyez pareil de la même façon sur le rapport à la règle. On n'est pas sur l'idée d'interdiction, comme on entend souvent l'interdiction du dribble, parce qu'on veut ça part d'intention de l'enseignant, hein, qui ne sont pas des mauvaises intentions évidemment, mais on interdit le dribble parce qu'on veut forcer la passe, on veut forcer le jeu collectif. Nous, l'idée, c'est évidemment déjà qu'ils se projettent pour offrir des opportunités et que le non-porteur de balle puisse offrir des opportunités en retour. Et c'est pour ça que là, tout ce qui est réglementairement parfois limitant pour l'élève, on va l'évacuer pour poser d'abord le sens du jeu, quoi. La première des choses, c'est que tu accèdes à la marque et puis tu vois ce que c'est que de tirer et de marquer. Tu as fait référence au flipper, donc c'est plus ancien. Moi, je fais référence à un truc un peu moins ancien, mais je vois que c'est aussi parfois compliqué maintenant, parce qu'ils ne comprennent plus. Olivier Tom, vous connaissez quand même Olivier Tom. Bon, Olivier Tom, moi j'ai cette image-là, parce que quand j'ai enseigné le hand en mode 40 mètres, 20 mètres, quoi, c'est 3 épisodes pour qu'il traverse le terrain. Et puis on dribble, et puis peut-être on entrevoit la cible, vous savez, un peu traverse toute la planète, quoi, hein. Et puis au bout du 8e épisode, on va peut-être pouvoir tirer, non, il a perdu le ballon. Alors on retourne de l'autre côté et ça dure 3 plombes. Quelle expérience vécue pour l'élève sur un score de 2-1 après, à la fin du match. Est-ce que c'est ça l'expérience culturelle du handball? Non, regardez les scores.
ils sont pas là, hein, évidemment. Donc comment on peut multiplier ces occasions de traverser le terrain pour marquer? Et si à un moment donné, il faut virer tout ce qui est dribble parce qu'il faut qu'il court pour traverser, ne nous pose pas de problème, bien au contraire. Mais pour moi, personnellement, ça n'a pas été facile, hein, en bonne handballeuse, de me dire que j'allais faire courir mes élèves sans poser un dribble et qu'ils n'allaient faire que marcher. Ça a été compliqué. L'idée, elle vient pas de moi, hein, c'est pour ça que je vous ai cité mes collègues tout à l'heure. Pour moi, c'était pas du handball. Puis après, quand on se pose la question de ce que ça va pouvoir apporter, ça devient une évidence. Et vous allez voir, pour ceux qui sont handballeurs demain, parce qu'on va jouer à ça, hein, il faut que vous le viviez, que vous l'incarniez, vous allez être en difficulté parce que vous allez vouloir poser votre dribble. Eh ben non, on ne dribble pas. Eh ben c'est pas facile de déconstruire ce qu'on a construit. Mais pensez à cet élève qui arrive, qui n'a pas joué ou très peu, qui ne sait pas ce que c'est, et que vous allez pouvoir modeler et lui permettre de progresser plus vite. C'est ça en fait l'intérêt. Et là-dessus, si on arrive à le faire, on a gagné. Tout ce qu'on veut, c'est ça, c'est arriver à les transformer pour qu'ils deviennent les meilleurs possibles. On n'a qu'un objectif, c'est celui-là. Donc à partir de là, on va travailler la règle dans tous les sens. Parfois se dire, oh, pas ça, ne me fais pas faire ça. Si, maintenant je le fais. Okay. Quand je fais avec les étudiants au départ, ah madame, c'est pas du handball. On va voir. On va voir. Si déjà tu es capable de traverser le terrain sans te faire arrêter, on va voir. Voilà. Et il y a plein de choses à faire. Il faut oser. Il faut toujours oser et il faut parfois accepter de déconstruire l'activité de référence pour se dire que c'est un passage qui va nous permettre peut-être d'y revenir plus tard ou pas. Le Handa 4 en Master 2, n'importe quoi. Si, le Handa 4 est au CAPES. Et pourtant, je peux vous dire qu'on a eu des détracteurs et qu'il y en a encore pas mal. Rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est que les élèves progressent. C'est tout. Point. On te paiera les séances de psy sur le... On peut se cotiser peut-être à la fin, faire quelque chose. Merci beaucoup. Alors là, je vais passer plus vite parce que je pense que vous en avez compris effectivement. Tu peux toute la mettre, merci. L'intégralité, on aura toujours la même démarche. On part d'une observation du jeu ou de ce qu'on sait d'un point de vue générique ou des modélisations existantes des concepteurs. Et par rapport à ça, voilà ce qu'ils sont sur le terrain en bleu ciel. Voilà ce qu'on aimerait voir. Okay. Et par rapport à ça, là, l'axe de transformation pour un niveau débrouillé, ce serait d'écarter le jeu pour traverser rapidement le terrain en dispersant les défenseurs afin d'accéder en situation favorable de tir. La situation favorable de tir, je ne l'ai pas détaillée tout à l'heure, j'attendais qu'on en arrive là pour ne pas vous bombarder de règles et qu'on avance, on va dire, peut-être pas aussi, de manière aussi fluide. La situation favorable de tir, c'est que je suis seul face au gardien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défenseur entre le gardien et moi. Et si j'arrive à combiner être en zone favorable de marque et être en situation favorable de tir, super. Okay, ça voudrait dire qu'effectivement, on va pouvoir être dans les meilleures conditions pour pouvoir tirer. C'est ce qu'on appelle aussi, là j'aurai un trou de mémoire, avec Jenny et Bruno, c'est le tir seul. Quand on dit, on dit aux élèves, on dit aux étudiants, là tu es en position de tir seul. Si tu tires seul, c'est que tu as combiné la zone favorable de marque et la situation favorable de tir. Et par rapport à ça, on a construit des évaluations pour voir combien on en marque par équipe, si ça a une incidence sur le niveau de jeu produit, etc. Mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est des travaux que je vous invite à regarder aussi, évidemment. Donc là-dessus, on voit effectivement, on l'a dit, et je ne vais pas, on va dire, m'apesantir davantage, mais on a à chaque fois la volonté de réduire l'espace à attaquer. Okay, donc forcément, ça va nous permettre de travailler de nouvelles acquisitions, de nouveaux savoir-faire. Et Johan l'a illustré tout à l'heure, l'a étayé tout à l'heure, en disant, en fait, la défense, elle est au service de l'attaque. Et ça ne nous pose pas de problème. Les matchs au niveau, c'est 1 but par minute, à peu près. Okay, si vous regardez, il y a en général, à peu près en moyenne aujourd'hui, il y a 1 but par minute ou 0,94 buts par minute pour les filles. Donc ça veut dire qu'on est presque à 1 but par minute à haut niveau. Donc ce qui nous intéresse, c'est de marquer des buts. L'émotion du handballeur, c'est pas d'encaisser 1 but de moins, c'est vraiment de marquer. Alors, je dis pas que ça fait pas kiffer les gardiens, on est bien d'accord, et il en faut des gardiens de but. Il est gardien. Jamais. Non, il les défend, c'est pour ça que je me le permets. Mais si le principe du jeu, on gagne comment? Parce qu'on a marqué 1 but de plus, pas parce qu'on en a encaissé 1 de moins. Voilà. On passe à un niveau, du coup,
qui serait notre niveau confirmé. Alors, juste une question. bien sûr. Le PPB, c'est non porteur de balle. Le PPA, ouais, pardon. Alors, il y a une différence dans la diapo du niveau débrouillé, du niveau débutant et du niveau débrouillé. On est passé de NPB, non porteur de balle, à PPB, je reprends là les propos de Maurice Porte et de la formation initiale, qui nous parle du partenaire du porteur de balle. Et pourquoi ça? Ça veut dire qu'il a développé des compétences plus importantes en étant passé effectivement de non-porteur de balle à partenaire du porteur de balle, qui font qu'il devient plus compétent. Et que là, on peut vraiment compter sur lui. On parlait, Johan tout à l'heure vous a parlé de collaboration au sein de l'équipe. Là, typiquement, si on voulait illustrer le tous traverseur, on se rend compte que pour que ça puisse être possible, il faut qu'on travaille sur la pertinence des choix pour le porteur de balle et que le partenaire du porteur de balle soit en capacité d'offrir de manière permanente une solution de passe, donc d'être démarqué. Et par rapport à ça, là, on devient vraiment un partenaire si on en arrive à ça. Ouais, c'est bien que tu nous aies posé la question parce que je l'avais zappé tout à l'heure et j'aurais déjà dû en parler. J'ai vu qu'en fait, de non porteur de balle, tu passais à pas porteur de balle. Non, partenaire. Ouais. Merci beaucoup. Et d'une défense individuelle qu'on a vue tout à l'heure, là on voit aussi qu'à ce niveau-là, on va commencer à coordonner ses actions pour intercepter, mais intercepter de manière collective. Ça veut dire que la défense, on ne l'a pas laissé passer, on ne l'a pas mise à la trappe, mais au fur et à mesure des progrès des attaquants, on va la faire évoluer. Okay, et à partir du moment où l'attaque aura vraiment pris le pas sur la défense et que le rapport de force sera vraiment trop à l'avantage de l'attaque, c'est là où on va mettre en place un nouveau dispositif défensif, un nouveau système défensif, une nouvelle consigne qui va, le tout va faire qu'on va pouvoir transformer encore nos attaquants tout en faisant travailler nos défenseurs. Et le dernier niveau, le voilà. L'axe de transformation, ce serait de s'organiser collectivement pour battre le rideau défensif en le contournant ou le traversant en changeant de rythme. Là, il n'y a plus beaucoup de place dans le dos, il n'y a plus qu'un défenseur étagé. On n'est pas allé jusqu'à la défense 0-3. Je trouve qu'elle a peu d'intérêt dans le milieu scolaire ou universitaire. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Quand le Handa 4 est sorti, quand on a mis en place le Handa 4, ça venait d'une étude que j'avais menée sur 4 collèges, 4 lycées, où je me disais, et ça correspondait à une déprogrammation du handball dans les établissements scolaires. C'est-à-dire que la programmation, on voyait le badminton monter en même temps que le handball descendait. Là, on se dit, c'est pas possible, il faut qu'on arrête d'enseigner le handball comme on l'enseigne, parce que c'est un vrai problème. Et je comprends les enseignants, tu as 7 terrains, tu fais jouer tous tes élèves, tu arrives, tu en fais jouer tout au plus, on va dire, à 5 contre 5 au collège, à 6 contre 6 au lycée, tu as 2 tiers dans les tribunes. Il faut être fort sur les rôles sociaux. Moi, je ne sais pas faire, d'en occuper, parce que là, c'est vraiment une occupation. 2 tiers, je ne sais pas faire. Donc, à partir de là, la question, elle s'est réellement posée, quoi. Tout simplement. Et de voir les élèves, là, dans cette étude qui a été menée, tous à s'y mettre les bras au-dessus, là, comme s'ils étendaient le linge, bonne chance quand vous êtes débutant. Si en plus vous êtes une fille, puis bien sûr, on vous a mis à l'aile, parce que vous êtes une fille et vous ne savez pas jouer, vous ne marquerez pas un but de la séquence. Pas un. Je l'ai vu. C'est du vécu. Ok ? C'est pas possible, ça. Faites du Handa 4, vous allez voir, ils vont marquer plein de buts, vos élèves. Donc, on en revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ok, je vous le laisse lire, vous l'avez déjà lu. C'est bien parce que l'espace est une contrainte sur laquelle on va pouvoir jouer, parce qu'on va jouer de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on va devenir de plus en plus compétent. Donc c'est les contraintes spatiales et la contrainte spatiale et la contrainte temporelle qui vont faire en sorte qu'on peut considérer qu'on va bien pouvoir travailler les mêmes compétences du débutant jusqu'à l'expert. On a notre meilleur ambassadeur du Handa 4, c'est Eric Barada, ancien entraîneur adjoint de France A féminin, qui est aujourd'hui le patron du plan de performance féminin. Si vous avez le temps, jeudi soir, il y a une soirée Handa 4 avec le centre PS et Société. Eric sera présent et il vous parlera du Handa 4 dans le milieu fédéral pour montrer comment, en équipe de France A et comment dans les équipes de France jeunes, il fait travailler toutes les filles en Handa 4 et comment il est en train de l'imposer dans le plan de performance féminin, parce que pour lui, c'est un véritable outil. Le jeu moderne aujourd'hui, c'est le jeu
avec les arrières et le pivot. C'est ce triangle central. Le hand à 4, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Là, si tu les as pas convaincus. Toujours dans cette idée donc, de renforcer ce sentiment de liberté et cette contribution à la liberté, on va s'intéresser là à la façon avec laquelle on va pouvoir habiller un petit peu cette démarche-là. Il ne s'agit pas de la modifier ou de travestir cette démarche didactique spécifique au handball, il s'agit d'essayer de la nourrir et de l'enrichir à l'appui ici d'outils numériques. Donc on va essayer de ludifier, entre guillemets, des apprentissages. Alors, quelques réactions parfois là-dessus, où on a pu me dire, par intervention interposée, on va dire, oui, mais on ludifie un truc qui est déjà ludique, parce que le handball, c'est déjà un sport co, c'est déjà ludique. Si c'était ludique pour tous nos élèves et pour tout le monde, tant mieux, mais on aimerait bien que ça soit ça. Si tous nos élèves avaient un rapport positif à la pratique du handball ou bien d'autres choses, quelle que soit l'activité physique support, on n'aurait pas cette problématique de décrochage de la pratique, notamment chez les jeunes filles, notamment à l'adolescence, à 12-13 ans, mais globalement, évidemment, pour l'ensemble de nos ados. Donc oui, l'idée, c'est de voir comment on peut, à l'appui d'une forme scolaire de pratique, et ça c'est ce que nous développons depuis le début, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais à l'appui d'une approche pédagogique particulière et d'une ressource support qui sera celle qu'on a appelée Hand à 4 EPS, qui est une forme de jeu sérieux. Comment on peut enrichir cette tranche de vie et permettre à l'élève toujours de vivre cette tranche de vie, d'accéder à la marque, de battre un gardien de but et donc de traverser un terrain en s'organisant collectivement. On va essayer de développer la capacité pour l'élève à faire des choix et en essayant de valoriser une forme d'approche globale, par compétence, parfois elle est appelée comme ça, qui consiste, ou si je réfère ça aux travaux de Jean-Luc Ubaldi, on parle de grandes boucles et de petites boucles, qui en tout cas part du constat de la situation d'opposition globale, de la situation de référence ou de la forme scolaire de pratique générique que nous pouvons proposer. Je ne m'attarde pas spécifiquement sur les termes, vous l'avez compris, mais on va partir de ces constats-là que l'on peut prélever dans la forme de pratique pour ensuite travailler un pouvoir plus que l'autre, qui peut être le choix de l'élève ou le choix de l'équipe, qui peut être guidé plus ou moins par l'enseignant, puisqu'il ne s'agit pas les rendre autonomes, ce n'est pas les rendre, les délaisser et les laisser se débrouiller. Parfois, on voit ça, on entend ça. Moi, je veux qu'ils soient autonomes, donc il faut qu'ils choisissent. Mais est-ce qu'on les a outillés déjà pour qu'ils puissent choisir? Est-ce que du coup, ils ont une chance de faire le bon choix ou c'est un petit peu au hasard? Donc, évidemment que l'autonomie, ça se conquiert. Cette idée de liberté, elle se conquiert et qu'elle passe par des étapes. Je vous renvoie aux travaux de Méhard et Berton, si je ne dis pas de bêtises, sur l'idée d'autonomie, d'autorégulation pour construire donc ces différentes phases d'anomie. Et voilà, je vous renvoie à ces travaux-là si vous voulez un petit peu plus de précision. Mais en tout cas, ils ne sont pas autonomes. D'un coup, on les rend autonomes. Faites vos choix. Ce n'est pas notre idée. On va s'appuyer ici donc, sur ce concept-là de jeu sérieux, donc Hand à 4 EPS, qui est un PowerPoint à la base. C'est conçu sur un PowerPoint et vous pourrez là aussi manipuler la ressource. L'idée, c'est première étape, alors là, elle est conçue comme ça, donc en partant de l'idée d'opposition, donc de la compétition, c'est le mode compétition. J'espère qu'avec FIFA ou PES, là quand même, j'en ai quand même qui suivent et que je n'ai pas complètement déconnecté, sinon je prends vraiment une claque. En tout cas, c'est l'idée du mode compétition où les élèves vont s'opposer dans ce mode compétition. Nous, c'est notre situation de référence, en quelque sorte, dans laquelle on va prélever des indices ou des indicateurs. Pour travailler sur une deuxième étape, dans le mode carrière, donc le mode carrière, ils doivent développer un petit peu leurs compétences et donc leur pouvoir en l'occurrence, c'est le pouvoir de traverseur, marqueur, gardien de but, parce que c'est important Pascal, et de voleur de ballon. Et puis ensuite de recontextualiser dans soit des matchs amicaux, donc qui sont en fait des oppositions ou des matchs à thème, si on veut le caricaturer comme ça, soit en retournant dans la situation de compétition qui ici serait la grande boucle. Je présente un peu la ressource. Bon, je ne sais pas en termes de son, mais au pire, si vous ne l'avez pas, c'est pas un drame. Hand à 4 EPS est une production basée sur le concept de jeu sérieux et de ludification des apprentissages, s'appuyant sur une forme de pratique particulièrement intéressante en milieu scolaire, le Hand à 4.
Avec cette ressource, les élèves vont être amenés, au sein d'un mode carrière décliné en 3 niveaux de difficulté, à acquérir 4 pouvoirs de joueur et un pouvoir de coach. Les 3 degrés d'acquisition de ces pouvoirs, bronze, argent, or, permettent d'estimer les niveaux de maîtrise des élèves. Fragile, satisfaisant, très satisfaisant. Ces pouvoirs constituent ainsi de véritables étapes vers les compétences attendues en handball ou les attendues de fin de cycle et de lycée en EPS. Les matchs amicaux, eux, permettront aux équipes de s'opposer au sein de matchs à thème ou situations repères nous paraissant incontournables dans la stabilisation de comportement et de compétences. Enfin, la compétition, véritable situation de référence de notre concept, permettra aux clubs et aux équipes, à différents moments de la séquence, de s'éprouver, de se mesurer les uns aux autres. Voilà, vous avez compris la démarche. En fait, on retrouve dans cette ressource des situations que vous allez vivre demain, qui sont habillées, entre guillemets, pédagogiquement. Et l'idée, c'est sur différents niveaux de difficulté, de permettre à l'élève ou à l'équipe de faire des choix guidés ou accompagnés par l'enseignant sur les situations à travailler. Ils peuvent stratégiquement aussi décider, on renforce un pouvoir sur lequel on est bon. Parce que souvent, on va s'intéresser à tout ce qu'on ne sait pas faire, au creux. Ça peut être aussi un choix délibéré de l'équipe de dire on va encore progresser dans notre capacité, dans notre rôle de marqueur. Donc voilà, puis le but c'est d'évoluer au fur et à mesure, au maximum, aux élèves, cette responsabilité-là du choix. Encore une fois, ce n'est pas magique, ce n'est pas l'application qui fait le travail. L'enseignant, il est au pilotage permanent de ces choses-là, mais à envisager sur cette idée de conférer des libertés ou des possibilités de choix aux élèves. Peut-être passer sur celle-là, sur la séquence. On l'envisage en tout cas déjà sur une première idée, évidemment de construire, parce que je vois l'heure tourner, on va faire gaffe sur le timing, mais déjà de construire ces 2 ratios qui vont guider qui vont guider l'observation, le ratio tir-possession et le ratio but-tir, puisque ça va être le repère qu'on souhaite qu'ils utilisent et qu'ils mobilisent régulièrement. Si on s'intéresse à une prise de stats un jour comme ça, d'un coup flash, et puis jamais s'intéresser à la réexploitation de ces choses-là, souvent on recueille, on récolte tout un ensemble de données, mais quelle exploitation on en fait, et surtout quelle exploitation l'élève peut en faire. Donc essayons, à mon sens, de stabiliser des indicateurs qui vont perler sur l'ensemble de la séquence, plutôt qu'à chaque fois de changer de variable ou de changer d'observable sur ce que l'on peut faire. Donc nous, on fait le choix ici du ratio T sur P et du ratio B sur T. Et ça va organiser la séquence. Et puis l'idée, c'est que cette compétition, c'est tout ce qui peut être les repères nécessaires que l'élève a à construire sur la première partie de la séquence, la mise en place du scénario pédagogique en quelque sorte, et donc de l'utilisation dans DA4PS et du développement des pouvoirs, se passe au cœur de la séquence. C'est très schématique ça évidemment, avant d'aller vers une auto-évaluation ou une évaluation terminale. Mais en fait, ça permet à tout moment à l'élève aussi d'évaluer ses acquisitions. Ce n'est pas le but uniquement qu'en L8, en L9, on ait l'évaluation finale, bing, voilà ta note. C'est encore une fois de lui donner des repères qui lui permettent régulièrement de se situer. Puis là, on voit en fait qu'on a 40 étudiants qui sont en train de travailler dans un 40 par 20. On a 3 terrains de handball. On travaillait là sur de l'attaque placée pour les faire progresser sur les dispositifs défensifs 2-1 ou type 1-2. Alors, 40, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Sauf que des fois, on n'a pas le choix. Master 2, voilà, on se retrouve avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?